C'était donc Rendez-vous au tas de sable. Merci d'accueillir Richard Gottener, Jean-Pierre Lombois et Muriel Gombaud. Ce qu'on peut préciser, c'est que Jean-Pierre et Muriel vont devoir nous quitter en cours de route. Et d'ailleurs, on les remercie beaucoup parce qu'ils font là un aller-retour express et ils prennent un train à 20h55. Alors, ils vont nous quitter vers 20h35. D'ailleurs, vous penserez à passer à la cafétéria. Ouais, voilà. Tout est organisé, c'est bon. Et puis, on continuera avec Richard jusqu'à 21h, 21h10. À pas d'heure. Et puis, évidemment, comme c'est l'habitude, on tiendra ce micro à votre disposition. Mais celui qui va ouvrir le bal, c'est Olivier. Olivier, c'est à toi maintenant. Oui, alors, ce qui est important, c'est aussi que vous interveniez. On a un problème avec un micro. Ça, c'est les problèmes budgétaires. Hein. Dès que quelqu'un veut intervenir, vous levez la main et voilà. Comme Jean-Pierre et Muriel vont partir un petit peu plus tôt, peut-être vous poser la question. Oui, c'est moi, c'est bien moi. C'est vous, même si vous ne me reconnaissez si, pas, si, bien sûr, vous reconnaissez. Alors, vous êtes reconnu vous-même par rapport aux inquiétudes que vous aviez, Muriel. Je les ai, hein, bon, c'est bon. Je l'ai dit avant, je ne vais pas le redire après, quel enfer. J'ai mangé. Et je déteste la nostalgie, mais là, ça me met un peu dedans et je trouve le film très. J'arrive à le voir comme si j'étais pas dedans, en fait. Ce qui est très difficile, quand on fait un film, on arrive difficilement à se voir. Là, vraiment, c'est comme si moi, j'étais pas dedans, j'ai adoré. J'espère que vous aussi. Ça m'a fait le même effet. Je voudrais qu'on parle assez rapidement de la scène aussi du combat de rock. C'est une des scènes centrales de ce film, mais j'en parlais au téléphone avec Jean-Pierre l'autre jour, qui m'a raconté un certain nombre d'anecdotes savoureuses au sujet de cette difficile séquence et des complications. Ça n'a pas été simple. On peut peut-être même déjà en parler. Vous me parliez Il faisait chaud, non ? Il faisait chaud. Alors, il y a plein d'éléments très, très différents. D'abord, je voudrais rendre hommage à notre ami Django Edwards, qui nous a quittés cet été. Et j'avais été en contact avec lui encore au mois d'août, quelques jours avant, qui fait vraiment une performance incroyable. C'est vrai que à chaque fois que je revois ce combat de rock, c'est quand même un truc. Alors ça a été très compliqué parce que quand on a tourné ce combat de rock, il faisait super chaud. Notre décorateur Yvan Motion, qui est un mec absolument incroyable, dans la nuit, parce que pour tout vous dire, j'ai déjeuné avec Didier Grousset, notre réalisateur, il y a un mois dans les Landes. Je ne l'avais pas vu depuis 30 ans aussi, comme Muriel, c'est comme ça. Didier m'a expliqué effectivement que dans la nuit, Yvan Motion et son équipe, l'idée d'Yvan, qui est un garçon, on va dire pour le moins assez fantasque, c'est qu'il n'a pas aimé le décor qui était prêt pour le lendemain pour le combat de rock, donc il a tout changé dans la nuit, et avec son équipe, ils ont recouvert entièrement, et ça se voit, l'entourage de la scène de plastique noir, c'est-à-dire de sacs poubelles. Ok, donc ça c'était un truc, on a tourné au mois de juillet, il devait faire un bon 30 degrés dehors, et la cerise sur le gâteau, c'est quand notre chef-op a vu ça, il y a un tout petit problème qu'avait oublié Yvan, c'est les projecteurs. C'est-à-dire que les projecteurs ont commencé à se refléter dans le plastique, et que pour Yvan, c'était très très compliqué d'arriver. Autre petit problème concernant Django, que je rappelle quand même, c'est que peut-être certains le savent, mais c'est pas Django Edwards qui chante, mais c'est Bernie Bonvoisin, effectivement, qui chante. Django, que je connaissais très bien, qui est un garçon tout à fait formidable, après des années de carrière en France, parlait 3 mots de français à peu près, et pas les plus corrects, hein, franchement, tout qu'il arrangeait avec les dames. Et donc, on l'a fait travailler Django, il fallait donc qu'il apprenne le playback, dans une langue qu'il se refusait à apprendre. Donc, il a fallu qu'il bosse le playback, c'était pas un gros bosseur, faut bien dire ce qu'il est. Donc, je dis, attends, même s'il m'entend, il m'en voudra pas, il me dit, il va pas me dire le contraire. Et Didier Grousset avait demandé même, tu te souviens de ça, Richard, il avait demandé une vidéo de contrôle à Django pour vérifier dans les jours qui précédaient s'il avait bien travaillé le truc. Évidemment, la vidéo, elle était très moyenne, et Didier m'a rappelé ce que je ne savais pas, que Django apparaissait au bout d'un moment avec un fichu en faisant une vieille femme en disant It's my son, he needs to work, you have to... Voilà, il a besoin de travailler, il faut le faire travailler. Enfin, il avait fait un délire comme ça. Donc, on a dû travailler ce combat de rock avec une chaleur énorme, avec un Django à qui il fallait quand même faire répéter quasiment avant chaque phrase tout le playback, tout le lipping pour que ce soit à peu près correct. Et voilà, et faire cette... J'oublie pas les tenues des mecs. On avait des pneus de camion. Ouais, on voit ça, les pantalons, c'est des pneus de camion. Les pneus de camion. Et petit détail aussi, c'est que ce fameux plastique qui enroulait tout le décor était inflammable. Bien sûr. Ah bah oui, évidemment. Et que c'était absolument interdit, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, le combat de rock, et ça reste quand même sur YouTube, etc. Ça reste un des moments. Et Jean-Pierre, justement, c'est très, très étonnant ce combat de rock, parce que on se demande d'où vient l'inspiration, parce qu'on a vu après, on pense à 8 Mile et Eminem, des combats comme ça de rap. Je peux te dire, l'inspiration, elle vient du fait que moi j'étais très copain avec un garçon qui s'appelle Gilbert Rozon, qui est peut-être certains connaissent, qui était un incroyable talent, qui est un des grands producteurs québécois, qui a eu quelques soucis depuis quelques temps.
Et donc, lui m'avait fait découvrir en fait la Ligue d'impro québécoise. Je sais pas si enfin, ça existe en France maintenant, c'est-à-dire c'est de l'humour. Ça se passe sur un ring avec un arbitre comme on a ici, voilà, habillé pareil d'ailleurs avec les trucs. Et dans le principe, c'était ça, c'est des humoristes qui font ce qu'on appelle des battles d'humour, etc. Et donc, on est parti sur cette idée-là en fait au départ du combat de rock en se disant pourquoi pas faire avec des groupes. Donc c'était assez précurseur. Il y a que nous qui l'avons fait. Hein. En termes de musique, c'était assez précurseur en fait. Alors, du coup. Ça a été un boulot énorme. Parce que, évidemment, tout est écrit à l'avance. Toutes les interventions sont faites, évidemment, sont enregistrées. Et on a travaillé avec les frères Costa, qui sont des choristes formidables. Et il a fallu les faire chanter faux. Et ça, ils ne savaient pas le faire. Donc, ça a été, pour construire ce combat de rock, on a avec Claude Angèle et Selmar, on a travaillé, je ne sais pas combien, peut-être 4, 5, même peut-être 6 mois dessus, de manière à ce qu'on ait tous les éléments en main au moment où on allait tourner le film. Donc ça n'a pas été de la tarte. En tout cas, c'est réussi. On s'est beaucoup amusé à le faire. Hein. Donc séquence un peu folle au milieu d'un projet fou justement. Et l'origine de ça, c'est qui a été assez fou pour avoir l'idée. Comment ça commence en fait l'histoire? C'est comme tous les scénaristes qui disent il y a un hélicoptère qui s'écrase sur un paquebot, puis après il faut le faire quoi. Donc on a trouvé que l'idée du combat de rock c'était formidable. Et là on s'est retrouvé avec un exercice de style presque insurmontable quoi. Je veux dire il fallait tout calculé à l'avance. C'est un genre d'opéra. Donc c'était très amusant à faire, mais c'est un boulot énorme, quoi. Voilà. On a eu chaud. On a eu beaucoup de mal à tenir les figurants. On avait pris des figurants exprès, enfin la fille qui s'occupait des figurants avait pris des figurants un peu rock, donc un peu machin, et donc ils n'étaient pas super patients, quoi. Et comme il faisait super chaud et que ça a duré super longtemps, c'était un enfer. En fait, c'est un enfer ce truc-là. On s'est amusé pas beaucoup. On s'est pas beaucoup. Je sais pas. Enfin, c'était dur pour vous, pour toi, pour les musiciens, parce qu'avec les pantalons en truc. Non, c'était très compliqué. C'était très mouillé dedans. Et toi, ça a été pas mal. C'est un des bons moments. Non, Roger en lui-même, oui, c'est ça, du film. Richard, moi, je peux te dire un truc que tu as peut-être oublié. En fait, on s'est dit, comme nous, on travaillait ensemble depuis un moment, à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on fasse un film. En gros, c'était ça le truc, hein, pas plus compliqué que ça. Hein. Et alors, donc, on s'est dit, c'était en 84, on s'est dit, on va commencer à écrire un film, mais avec zéro idée, franchement. Le seul truc dont je me souviens, je ne sais pas si tu t'en souviens, ton idée à toi, le premier démarrage du truc, mais on en est sorti, c'était un mec qui doit descendre la poubelle et qui descend avec son sac poubelle et qui oublie de le mettre dans la poubelle et qui continue dans la rue avec son sac poubelle. C'était tout premier truc qu'on avait, c'était ça. Ah, bien fait de pas aller jusqu'au bout. On en est loin. Il est bien, oui. Mais oui, t'as oublié ça. C'était vraiment le premier truc. On s'est dit non, ça on va peut-être pas le garder en fait. Ce qui nous a surtout beaucoup amusé, c'est l'humour de musiciens. Parce que les musiciens sont des gens très très drôles, qui n'arrêtent pas d'essayer de trouver des formules qui font florès. Chacun essaye d'inventer des mots. Et en fait, ça nous a beaucoup amusé. Moi, j'ai fréquenté pas mal de musiciens et ils m'ont toujours beaucoup éclaté. Et nous-mêmes, on est assez drôles. Pas mal. Donc, on aime bien ce tripatouillage du langage, déformer les mots, faire des approximations, tout ça, on aime bien. Donc, on s'est plutôt régalé à écrire ce truc-là. On a beaucoup rigolé, il faut bien le dire. Ouais, ramé beaucoup aussi. On a eu des nuits compliquées. Mais ça, on va pas vous expliquer ça, mais c'était un peu, on a travaillé tard souvent. Moi, je vais dire aussi que moi, j'ai été musicien avant, à la fin des années 60, dans des groupes de rock, Goff Drouot, tout ça, enfin les gens qui connaissent un peu. Et donc, il y a pas mal de trucs là-dedans, enfin que j'ai récupéré aussi de le conte, par exemple. On démarre pas à 3, 4, enfin tous ces trucs-là. Le cherchage de noms, qui est un vrai truc aussi dans les groupes. Enfin, il y a plein de trucs qui sont issus de cette expérience-là de la fin des années 60, de cet univers des musiciens qui est quand même vraiment un truc très très particulier. Et évidemment, Rendez-vous au tas de sable, pour ceux qui savent, c'est un terme de musicien qui veut dire, même de jazz éventuellement, qui veut dire en gros quand on fait une improvisation, chacun part dans son truc et puis on va bien se retrouver quelque part. C'est Rendez-vous au tas de sable, on va bien y arriver. En gros, le tas de sable étant ce qui arrêtait les voies ferrées. Au bout d'une voie ferrée, il y avait un tas de sable pour arrêter les wagons, pour pas qu'ils aillent plus loin. Et les musiciens ont repris cette idée et quand ils répétaient pour la première fois un morceau, comme ils ne savaient pas exactement comment le faire,
ils se donnaient rendez-vous à la fin. Ouais, c'est Allons-y, on y va, puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Et le petit point de détail que j'en ai parlé à Olivier, le truc dont on s'est rendu compte après la sortie du film, qui était un peu négatif, c'est comme c'est une expression de niche en fait, que pour vraiment un truc très précis, on a appris quand même que beaucoup de gens avaient fait un quiproquo sur Tas de Sable en assimilant ça au jardin d'enfants et au Tas de Sable des enfants. Il y a eu un petit truc comme ça, un petit peu embêtant. Qui nous a énervés. Parce que c'était Ça ça. mettait ça dans la cour donc, des petits, alors que... Voilà, donc c'était pas une si bonne idée de prendre ce titre-là, mais bon. Et alors, rétrospectivement, Jean-Pierre et Richard, vous donneriez quoi comme titre? Ah non, on va pas recommencer. Ouais, j'ai retrouvé il y a pas longtemps, il y a une feuille, on avait mis plein de titres, je vais pas vous les dire, mais on a fini par Rendez-vous au Tas de Sable, mais il y a une feuille, on avait mis plein de titres, mais alors franchement, c'est mieux qu'on ait pris celui-là quand même, hein, franchement. Et j'ai appris dernièrement, Richard le savait, mais par un truc par hasard, dans une émission de Thierry Ardisson sur Coluche, que Michel avait eu un projet de film bien avant nous, qui voulait appeler Rendez-vous au Tas de Sable, mais qu'il n'a pas fait, mais il avait cette idée-là de prendre cette expression. Évidemment, moi quand j'avais proposé Rendez-vous au Tas de Sable, je ne le savais pas du tout, et c'est revenu dans un truc, il l'a pas fait, nous on l'a fait, donc c'était pas un si mauvais titre en fait, si même lui voulait le faire en fait. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? N'hésitez pas, c'est le moment. Voilà, oui, j'arrive, je suis là. Bonsoir. Quand vous montez les escaliers là, pour choisir le nom du groupe, tout le matériel est vidé. C'est plus que les amplis sont vides ou quoi, parce que Moi, je me souviens que le truc que j'ai porté, il était vide, oui, vide. mais bien lourd. Hein. Il y avait plus Et en fait, ça se voit qu'il est lourd, parce Ouais. que j'aurais pas pu le jouer avec un sac en papier sur le dos. Donc c'était relativement lourd. Il n'y avait plus le haut-parleur dedans, effectivement, mais c'était déjà très lourd. C'est du bois très costaud pour tenir sur les trucs d'ampli comme ça. Et il faisait chaud aussi dans ce... Horrible. Là, on a tourné au mois de juillet 89. Il faisait très très chaud en fait. Il y avait quelqu'un là, non? Non, il Bon, faisait c'est juste signe à son copain qui allait aux toilettes, je crois. Bonsoir. Alors d'abord, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai revu ce film que j'ai vu il y a une vingtaine d'années. C'était sur YouTube. À l'époque, on pouvait regarder des films complets. C'était un repiquage d'une cassette VHS absolument dégueulasse. L'image était pâle, le son était merdique. Et donc là, enfin, je vois ce film en belle résolution et ça reste un vrai bonheur. Deux questions. Vous avez marché à quoi quand ce film a été fait? C'est pas possible, vous étiez pas à jeun? Non, Tu peux pas répondre à ça, non. Enfin, on va pas cafeter, hein. Non. On sait beaucoup. Alors, est-ce que vous Il y voulez a quelques indices dans le film quand même. Il y en a quelques-uns, ouais. Un peu trop même. Par rapport à 2023, effectivement, ça passerait peut-être moins facilement maintenant. Et alors, j'ai vu dans Non, mais le... pour vous rassurer, on peut pas non plus Non. faire de la comédie en rigolant. Et on ne peut pas non plus tourner un film en étant complètement défoncé, si vous voulez tout savoir. Donc on est obligé d'être quand même relativement conscient de ce qu'on fait. Et pour être précis, il faut avoir tous ces moyens. Alors ça ne veut pas dire que le soir, après... Ouais, on s'est beaucoup amusé après les tournages, souvent. Il y avait beaucoup de gros délireux dans cette équipe. Django, bien sûr, mais quelques autres. Notre chef Thierry, d'éco, chef d'éco, qui dormait sur les décors. qui nous a fait elle m'a raconté un truc dans le train. Allez, raconte. Un jour, on a... parce que bon, c'est en hommage à Yvan qui est mort et qui était le chef d'éco, très 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 sympathique et très 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 fêtard. Et un jour, en arrivant sur le tournage, le régisseur nous dit Yvan n'est pas là. Ah bon, mais il viendra pas aujourd'hui? Non, il est au commissariat, il est en cellule. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'était fait arrêter la veille sur le boulevard Sébastopol. Il avait soufflé dans le ballon et il avait encristé direct parce qu'il avait dit aux flics écoutez, je veux bien souffler dans le ballon, mais vous pourriez quand même rouler dans le bon sens. Il avait pris le boulevard Sébastopol à Paris, qui était un boulevard dans un seul sens. Il l'avait pris dans l'autre sens et il reprochait aux flics de rouler dans le mauvais sens. Voilà, donc on l'avait retrouvé que le lendemain. Et je dirais, non, mais pour répondre à votre question, moi j'ai envie de dire un truc, on a marché à l'enthousiasme, à la joie de faire ce truc en fait. Après les fêtes, les machins, qui fait quoi ou quoi, ça n'a aucune importance, comme dit Richard, on ne peut pas travailler comme ça et être défoncé. On a marché à l'envie. Et à la joie de faire un truc vraiment un peu décalé. Et au générique, il y a le nom de Franck Margerin qui apparaît. Est-ce que c'est le même? Et parce que l'univers des pétrolettes, c'est typiquement son dessin. Lui, on a pris Franck Margerin comme conseiller artistique, pour savoir si on n'avait pas de... s'il n'y avait pas de faute d'erreur. Et en fait, il n'a pas fait grand-chose parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Alors, par exemple, sur la dépanneuse, moi j'avais bossé, c'est moi qui avais fait faire le gyrophare avec des phares de 2 chevaux
par exemple, on avait combiné trois phares de 2 chevaux. On a beaucoup bossé sur tout, quoi, sur le look, sur les costumes, sur la dépanneuse, on a beaucoup bossé. Enfin bon, on s'est bien marré, quoi. Je me souviens de Fortino qui un jour avait tout cassé. On ne pouvait pas tourner tellement il était bourré. Thierry aussi, donc qui joue Ganesh, donc le guitariste. Thierry Fortino, très grand comédien, qui malheureusement lui aussi nous a quittés assez. Alors on a perdu un peu de monde là, c'est chez Muriel tout à l'heure. On a perdu Nzongo Soul aussi, qui est celui qui est dans le concours de Mondiovision, qui chante les Pays-Bas, les sabots de bois, et qui est celui qui chantait avec Lavilliers dans comment ça s'appelle, la voix africaine dans le gros tube de Bernard. Là, je me suis. Et puis toutes les filles du monde aussi. Et on a perdu aussi Franck Villano qui faisait le ténor zaïrois. Et d'ailleurs, ça me fait marrer à chaque fois que je revois ce film de me dire que le Zaïre n'existe plus depuis Belle Lurette. Donc, on a l'impression d'avoir fait un truc des années... un truc du XXe siècle, si ça se trouve. Non, c'est vrai. Moi, l'effet que ça me fait, je dois le dire, par rapport à la bien-pensance actuelle et par rapport à toutes ces choses-là, c'est vrai que je me dis parfois, on a fait comme un dernier vie. C'est pas si grave que ça, mais il y a quand même, c'est un peu chaud quand même sur certains trucs quand même. Vous auriez du mal à refaire un film comme ça aujourd'hui, je pense. Je sais pas. C'est pas le film le moins sexiste du monde. Voilà, on est bien. Tu t'en es bien tiré, toi? Non, pas trop? Si, quand même. À toi. À quel niveau tu veux dire? Au niveau du rôle ou au niveau du comportement? Ah non, mais je dis que c'est pas le film le moins sexiste et en même temps, moi, ce film-là, aujourd'hui, on le regarde, ça ne me dérange pas. Enfin, je veux dire, on voit des nanas un peu dénudées, mais en fait, on voit aussi Fortino à poil. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que... Personne n'est épargné, c'est ça que vous voulez dire. Les hommes non plus sont pas épargnés. Ouais, puis ils sont moches en plus. Ils sont moches, surtout Richard. Et je crois qu'il y avait une intervention là au fond. Oui, monsieur. En voyant le film, c'était jubilatoire pour moi. Et je me dis, mais pourquoi je l'ai loupé? Alors, est-ce qu'il a été distribué? Quel a été le nombre d'entrées, etc. Comment ça s'est passé? Et accessoirement, j'aimerais avoir la marque de la casquette. Alors je vais commencer par la casquette. La casquette, ça s'appelle une pelle. Penne, c'est une penne. Et en fait, c'est une casquette d'école belge. Les écoles belges ont tous des étudiants. Et selon les écoles, elles ont une visière plus ou moins grande. Évidemment, on a pris la plus grande. Et alors, le film a pas fait beaucoup d'entrées, mais c'était pas si nul, je crois. Parce que quand on était autour de 400 000, et je crois qu'il y a des gens qui me disaient qu'il y a plein de gens actuellement qui seraient contents d'en avoir fait autant. 400 000 aujourd'hui, c'est un succès. 400 000, c'est pas mal. Et excuse-moi, mais la réponse, c'est que les gens de la production ont vu le film, ils ont été très emballés, très contents, ils y croyaient beaucoup. Notre producteur Gérard Mittal, et en fait, de mémoire, ils ont rajouté des salles. Ils ont rajouté des salles avant la sortie. C'était trop. Et c'était une très mauvaise idée. Il y a eu trop de salles. En fait en même temps. Autrement, et puis après le film a été reçu de manière. On a eu beaucoup de bonnes critiques qu'on a gardées, qui étaient sympas, qui faisaient des références même à Audiard pour les dialogues et tout. Donc c'était vraiment un peu exagéré, mais ça faisait plaisir quand même. Et bah oui. Et bon, voilà, ça n'a pas accroché pour, je sais pas, peut-être. Ce qu'on peut dire, Jean-Pierre, c'est que c'était à une époque où le cinéma était vraiment en difficulté. C'était juste avant le renouveau avec les multiplex, enfin les salles qui se transformaient en plusieurs salles, c'est donc les années 85. Et il y avait un vrai problème au niveau de la fréquentation du cinéma, très clairement. Et effectivement, comme tu le dis, 400 000 aujourd'hui, vous êtes les rois du pétrole. Voilà. Et ce qui est intéressant pour nous, en fait, c'est que c'est devenu... Il y a des il nous arrive de faire des projections comme ça. Il y a des gens qui organisent dans des villes des projections de sable. Il y a des gens qui sont des... En fait, ça devient une forme de... On le dit parce qu'on nous le dit, c'est une espèce de film un peu culte pour plein de gens, ce qui est assez étonnant. Moi, je vais raconter vite un truc qui m'a vraiment scié le plus... Un des trucs qui m'a le plus scié par rapport à ça, culte. J'en ai deux, mais j'en ai un qui m'a vraiment étonné. L'année dernière, Richard jouait son spectacle au Théâtre du Lucernaire à Paris. Il ramène sa phrase, le spectacle qu'il a joué hier à Douvres, au Cube. Et un soir est venu au Lucernaire Raphaël Enthoven, donc le philosophe que vous connaissez tous, enfin j'espère, vous voyez qui c'est, Raphaël Enthoven, machin, etc. Donc il attendait dans la queue avec d'autres gens, et moi je vais lui parler un peu parce qu'il était tout seul et tout, et il me dit vous savez, j'ai découvert, moi j'ai découvert Gottener avec un film incroyable, je sais pas si vous connaissez, Rendez-vous au tas de sable et machin. Franchement, on aime ou on n'aime pas le mec, mais quand vous avez écrit le truc, ça fait un peu bizarre quand même. C'est pas un mec, vous voyez ce que je veux dire. Donc le mec me dit ça et me cite des passages. Oui, puis alors il y a le moment, puis quand la petite elle lui dit machin, etc.
Et je lui ai dit, mais là, vous me faites, j'ai failli tomber par terre parce que là, je me dis, c'est vraiment étonnant. Donc on a pas mal de gens comme ça. Bon, il y a dans un autre genre, il y a Laurent Ruquier qui est très fan de tout le final Eurovision. C'est que je vais même faire un montage spécial pour lui qu'avec les numéros. Il y a plein de gens comme ça qui sont absolument fans, qui connaissent des répliques. Donc pour nous, c'est assez sympa. J'ai vu aussi Patrice Lecomte au générique. Alors, c'est quoi l'histoire avec Patrice Lecomte? Patrice Lecomte, c'est lui qui nous a indiqué. Moi, j'avais proposé personnellement de faire le film à Patrice Lecomte. Et en fait, pour des raisons, il pouvait pas. Il était sur d'autres projets. Mais il m'a dit, il m'a rappelé, puis il m'a dit, tu devrais aller voir un mec qui s'appelle Didier Grousset, qui doit être un bon faiseur. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Et pour répondre à la question du monsieur sur la qualité du film et tout ça, c'est moi qui il y a une quinzaine d'années, qui ai pris l'initiative de refaire de restaurer ce film. Alors déjà, une chose, c'est que le film, erreur totale de la part de la production, ce film est sorti en mono, ce qui était ridicule puisque la stéréo existait et que évidemment toute la musique était en stéréo. Et comme moi évidemment j'avais toutes les bandes son, on a refait la bande son à partir de nos éléments à nous. Donc le film maintenant que vous avez vu aujourd'hui, il est en stéréo. Et l'image a été, nettoyée, elle a été restaurée. Et la petite nouvelle, c'est que le 24 janvier, ça va sortir en VOD. Enfin. Donc les gens qui voudront voir le film tel que vous l'avez vu aujourd'hui pourront le voir à partir du 24 janvier sur quelques plateformes et notamment Canal+. Oui. Je crois que nos amis doivent partir. Ouais, on est obligé de partir parce que si on rate le train, vous avez encore. On a calculé. Vous alors c'est bon, alors ça va. Je voudrais reste 2 minutes. savoir merci parce que moi c'est un film culte. Mes enfants ont grandi avec vous. Enfin vraiment ça m'accompagne. Je voudrais savoir est-ce qu'il va y avoir une réédition en DVD? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir Alors la réédition. Moi c'est pas grave, je l'ai, mais pour d'autres peut-être. La réédition en DVD, je m'étais penché sur le problème et en fait vu que ça va sortir en VOD, ça devient un petit peu superfétatoire. Oui, parce c'est des économies différentes. Et l'intérêt qu'il y aurait à avoir un DVD, surtout un Blu-ray, en fait, c'est qu'il y ait un coffret, un truc un peu spécial avec un disque. Mais ça, il faudrait peut-être y penser après la sortie. Il semblerait qu'il y a quand même assez peu maintenant de gens qui ont des lecteurs de DVD. C'est quand même. Moi, j'en ai encore un vieux qui est pas mal, mais c'est tout. Moi, j'essaie de les convaincre de faire la suite, mais bon, je sais pas, j'ai l'impression. Donc Jean-Pierre et Muriel, effectivement, vous allez devoir... On va vous faire rendez-vous à l'EHPAD. Non, on va pas... Parlez pour vous, merde, pas du tout pour moi. Juste, je voulais raconter juste une petite anecdote pour terminer, pour vous dire merci et au revoir. Pendant le film, je passe mon temps, moi, mon personnage, à dire qu'elle veut un enfant, et puis à Richard, à tous les musiciens, je veux un enfant. Et quand le tournage s'est terminé, quelques mois après, j'étais enceinte, et on s'est retrouvés, Richard et moi, avoir un enfant, pas ensemble, mais exactement au même moment, et lui a appelé son fils Léo. Et moi, ma fille Léa, sans consultation. Voilà. Oh, c'est mignon, bravo. Eh ben, Jean-Pierre et Muriel, on est désolé, mais il faut vraiment qu'on y aille. Votre passage, il faut y aller. Merci. Et nous, on va continuer avec Richard. Alors Jean-Pierre, pensez, on vous attend là-bas au bar. Merci. Et on va continuer avec Richard. Je crois qu'il y avait là une intervention, et puis après, je viens vers vous, monsieur. D'abord, je voulais vous féliciter parce qu'il y a beaucoup de contenu dans ce film au niveau humoristique. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est le parpaing dans la grosse caisse de la batterie pour insonoriser. J'ai trouvé ça génial. Et puis aussi votre sandwich avec les grosses traces de cambouis. Je voulais d'ailleurs savoir s'il avait été consommé, ce sandwich. Non, je crois qu'il y avait une langue aussi dans le sandwich. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, j'ai pas vu. Il y a une langue. Une langue de bœuf. D'accord. Donc il faudrait le voir 2 fois pour apprécier tous ces détails. En tous les cas, moi, ce que je peux vous dire, ça fait très longtemps que je l'avais pas vu, et je l'ai vu avec le même œil que Muriel, c'est-à-dire, je me suis pas vu moi. J'ai vu le film et je me suis régalé. Pourtant, les dialogues, je les connais, évidemment, mais je me suis vraiment régalé, quoi. Ouais, nous aussi, je pense. C'est comme ça, on est plusieurs. Puis c'est intemporel. Je pense que voilà, ça traversera le temps, ce film. Je pense qu'il fera rire toutes les générations. Écoutez, en tous les cas, ça fait partie si on avait dû choisir, si on avait eu la possibilité de choisir entre un film qui a un succès à sa sortie et qui devient ringard au fil des années, ou alors un film qui n'a pas un grand succès à sa sortie, mais qui devient culte. Oui, le choix est vite fait. En fait, on n'a pas eu à choisir. Merci. Enfin, un film qui a un succès et qui devient culte, c'est pas mal aussi, quand même. C'est pas mal aussi, c'est vrai. Oui, petite anecdote. Hier, vous avez été interviewé par un ancien collègue à moi de France 3. Et en fait,
À France 3, bon, je suis en retraite maintenant, mais pendant très longtemps, pendant une vingtaine d'années, avec un groupe d'amis, on avait des private jokes en pagaille par rapport au film. Si je m'attendrais, vive bientôt, des tonnes comme ça. Et c'est resté. Et hier, mon copain de France 3 m'appelle. Ah, j'ai fait une interview avec Richard Gottener. Ah, si je m'attendrais, premier truc au téléphone. Et j'étais allé voir en salle quand c'est sorti. Deux soirs de suite. Et malheureusement, il y avait 9 ou 10 personnes dans la salle. C'était à l'époque où étaient sortis en même temps Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et à France 3, on avait fait des pieds et des mains, certains techniciens, auprès de la femme qui s'occupait de la production d'émissions du midi, qui avait une rubrique cinéma. Vas-y, il faut montrer ce truc-là. Et rien du tout, quoi. On n'avait pas le feeling à ce genre d'humour. C'est bien dommage. Et Jean-Pierre nous a dit une erreur qu'a fait la production, c'est de le faire sortir ce film dans plein de salles, alors que le public, au départ, s'est dispersé. Donc il y avait des salles avec très peu de monde. Alors peut-être que si on avait eu 2-3 salles à Paris, ça aurait pu fonctionner. Parce que ça aurait pu amorcer une pompe. Mais bon, c'est comme ça. On est là aujourd'hui, on regarde le film. Voilà. Et puis c'est comme ça, quoi. D'autres interventions? Je crois que Olivier et puis monsieur au fond après. C'était pour demander comment vous avez fait pour la fumée de l'explosion à la fin. Pour faire l'explosion, ça on fait appel à des gens qui sont spécialistes. Des artificiers. Je pense que ça a foiré 3-4 fois. Parce qu'en fait, il y a eu l'explosion. Et vous avez vu, il y avait des colonnes, il y avait un mur en briques. Et en fait, on s'est retrouvé avec le phénomène de la clé de voûte. On a fait sauter le truc et le mur, il est resté en place. Il n'est pas tombé. On a recommencé, ça fait pareil. Donc il a fallu trouver une astuce. Je crois qu'au moment de l'explosion, il y a quelqu'un qui a tiré sur cette fameuse clé de voûte pour que tout tombe. Et la fumée ? On a fait du feu. Non mais c'est amusant qu'une personne très jeune pose cette question, parce que maintenant on a recours à beaucoup au numérique. Oui. Et effectivement, à cette époque, c'était plus des bouts de ficelle. Oui, c'était pour de vrai, ouais. Non, mais c'est pas trop difficile à faire, ça. Il faut des fumigènes, il y a des choses qui sont faites exprès pour ça. Voilà. Encore une question à tiroir. Richard, j'ai une question importante à vous poser. Si je vous dis, que me répondez-vous si je vous dis « tapons-nous sur la bedaine » ? Ah, bah oui. Le pays où j'ai pillé, par exemple. La pub. Il y a la pub et puis il y a une chanson qui s'appelle « Le pays où j'ai pillé ». Alors, je connaissais effectivement la pub. Et quelle différence ou quel point commun y a-t-il entre Richard Gottener, réalisateur, en tout cas scénariste d'un film, et Richard Gottener dans la pub ? Il y a tous les points communs, tout ça, c'est la même histoire. Moi, j'ai pas des cahiers différents pour me mettre à écrire une pub, une chanson. Tout ça, c'est la même, ou un film. Tout ça, c'est la même histoire. Hein. C'est un parcours. C'est pas un parcours, c'est un état d'esprit qui se met au service de. Je sais pas répondre à cette question parce que je n'ai jamais l'impression de changer de pièce ou d'univers quand je passe d'un exercice à un autre. C'est le même métier. Et hier, quand on était sur scène au Cube pour faire un spectacle, c'est le même état d'esprit qu'une chanson. Et pourtant, là, je ne chante pas. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même idée. C'est amuser les gens, c'est en s'amusant soi-même. Mais pour ce qui est du cinéma, je suis là, Richard. C'est peut-être Coluche qui vous a aussi un peu engagé à y aller. Sur le cinéma, non. Sur le cinéma, non. Ah non. Sur Coluche, quoi, alors ? Et c'était quand même quelqu'un d'important pour vous. Coluche, il m'a comment dirais-je, je le voyais pas mal à l'époque. Moi, je me considérais comme un chanteur sur disque. Et un jour, c'était un soir, je passais souvent chez lui. Il me dit « Dis donc, Gottener, je te préviens tout de suite, tu vas faire ma première partie en juillet et en août au Café de la Gare. » Je dis « Quoi ?» Il me dit « Oui, on était, je sais pas, au mois de mai. Hein. » Je dis « Mais comment ça ?» Il me dit « Tu fais la première partie de mon spectacle au Café de la Gare en juillet et août. » Donc pendant 2 mois, moi j'étais pas prêt. Je me considérais comme un chanteur sur disque et il a fallu que j'y aille. Et ça a été, il a amorcé il a fait de moi un chanteur sur scène aussi, quoi. Et puis il y avait cette relation particulière que vous avez eue avec Jackie, rencontré Jackie, très jeune et ça c'est plutôt ouais. ça. Et puis cette volonté d'être les nouveaux Poiret et Serrault à un moment dans votre vie. Ça, on s'est connus en colonie de vacances. On avait 12 ans et demi. On est très vite devenus. On sait qui est Jackie. Peut-être rappeler Jackie. Jackie Jakubowicz, qui travaillait, qui faisait des trucs avec Dorothée et consorts. Et en fait, avec Jackie, on s'est connus, on avait 12 ans et demi en colo. Et très vite, on est devenus un peu déconneurs. Et de déconneurs, les
les moniteurs, pour canaliser notre bel enthousiasme, nous ont demandé de faire des sketchs pour amuser les copains. Et donc on a commencé à écrire des sketchs. Et on voulait faire, parce c'était nos idoles, on voulait faire Poiret-Serrault. Moi je voulais faire Michel Serrault. Bon. Et en fait, on a fait quelques cabarets, on a fait quelques auditions dans les cabarets, et on s'est arrêté vers l'âge de 16 ans, où chacun a pris un peu sa direction. Et on se retrouve de temps en temps, amicalement, mais on travaille pas ensemble depuis très longtemps. On travaillait pas à l'époque, on s'amusait à faire des sketchs, quoi. Voilà. Il y avait Je voulais demander, c'était quoi les lunettes dans le film? Alors ça, j'avais une idée à moi, voilà. Je sais pas si tu as remarqué, mais j'aime bien les lunettes. Puis en plus, je peux pas m'en passer. Donc il y avait cette histoire de lunettes très petites j'avais récupéré une paire de lunettes de mon père, qui étaient des lunettes sans cerclage, qui étaient juste des branches avec ce qu'on appelle le pont au milieu. Donc j'ai fait faire ça par un artisan opticien. Et puis j'ai fait mettre ces petits verres fumés montés sur charnière, oui. Et j'ai tenu beaucoup à ce petit bruit qu'on entend un peu. J'y tenais beaucoup. Et il n'y était pas dans la première version avant que je m'en mêle. Et quand on a restauré le film, j'ai fait rajouter ce petit bruit. Mais vous voyez dedans? Comment? Vous voyez dans les lunettes, vous voyez dedans? Ah, c'est mes vraies lunettes, c'est mes vrais verres. Ah bah oui, tant qu'à faire. Oui, juste une question. Déjà aussi un hommage. Je suis juste à côté du jeune homme, je suis son papa. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Juste déjà aussi très 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 beau morceau à la fin du film quand même. Ça fait partie de vos très très beaux morceaux. Et merci pour l'ensemble de votre carrière musicale quand même. Je profite d'avoir le micro. Je voulais savoir pourquoi vous avez fait ce choix de cette imagerie des années 60 un peu avec ces vieux véhicules, ces vieilles voitures. Est-ce que c'était une référence, un hommage à un cinéma ou... C'est par goût, tout simplement. C'est par goût. Je pense qu'il n'y a pas d'autre intention qu'une intention esthétique. Je trouve que c'est... Puis en plus, quand vous dites que ça fait référence aux années 50 ou 60, oui et non. Parce qu'en fait, tout est quand même un peu transformé, exagéré. On n'a pas fait un défilé de voitures des années 50. À un moment donné, on voit une 2 chevaux qui est totalement transformée, quoi. Non, c'est pas un film des années 50, sûrement pas. Moi, je vois pas comme ça. Non, mais par rapport à la question de monsieur, je trouve ça, et ta réponse, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, c'est les années 80, mais c'est pas un film non plus des années 80. Peut-être dans le scénario. C'est un peu intemporel. Ouais, et effectivement, il y a quelque chose des années 50, 60 sur les couleurs, mais aussi un truc effectivement futuriste dans les décors, dans les... Et il y a un truc dans les décors qu'il faut être très attentif, mais le nom des rues a été changé. Il y a le boulevard du Twist, on a changé plein de trucs dans le film. On va peut-être repasser le film là. C'est fait pour, il y a plusieurs couches. Il faut que ce soit profitable. Non, on a essayé de créer un univers avec des choses qu'on connaît, évidemment. Par exemple, c'est un classique de mettre, quand on est dans un garage et quand on a un groupe de rock et qu'on a un garage, la première chose qu'on fait, c'est mettre des emballages d'œufs sur les murs. Bon, là, c'est une vraie référence. Mais sinon, on a essayé d'être intéressant, que l'image soit... qu'il y ait de la matière. Et alors je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, mais en tout cas en attendant, après ce film-là, il y a eu quoi comme expérience de cinéma? Il y a eu, moi je sais qu'il y a eu plusieurs tentatives avec Jean-Pierre Mocky, par exemple. Non, c'est pas des tentatives, oui. C'est-à-dire que Jean-Pierre Mocky m'a fait rentrer, alors je ne sais pas comment le prendre, dans son cirque des monstres un peu. Jean-Pierre, il est venu ici 10 fois, hein, donc oui, non, mais bienvenue chez Jean-Pierre Mocky. J'ai adoré ça, mais c'était en tant que comédien. Ça m'a fait, comment dirais-je, on a beaucoup ramé pour monter ce film, beaucoup. Et ça m'a pas donné envie d'en refaire un autre. J'ai vraiment trop ramé. C'était très, très difficile. Alors que Jean-Pierre, il a ramé toute sa vie, quand même. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Non, mais il ramait, mais il aimait bien ramer aussi, lui. C'était un malin, et puis il arrivait à faire ses... Non, ça a été très difficile. Et c'est vrai que j'ai pas eu envie de recommencer l'expérience, mais j'ai fait autre chose, d'autres trucs. Et d'ailleurs, la dernière chanson, Au vous, la chanson dont vous parliez, c'est que vous avez aussi, qui fait partie du répertoire de votre spectacle
qu'on Absolument. a pu écouter hier soir à Douvres, au Cube. Donc voilà. Et donc, comment c'est venu cette séquence? On a parlé de la battle de rock, et puis il y a cette dernière séquence qui est peut-être l'autre séquence vraiment un peu culte du film, et on parlait des explosions, le Mondovision. Il y a un côté très burlesque, très caricatural, mais dans le bon sens du terme, un peu à l'ancienne, les caricatures à l'ancienne, avec une façon grotesque de croquer un peu le ridicule, et on le voit bien dans cette dernière séquence aussi. Et puis il y a cette chanson qui apporte un peu de douceur à un moment. Et donc comment est venue cette idée, et pourquoi le choix de cette chanson-là? Les scénaristes sont des opportunistes incroyables. La chanson est née peut-être 2 ans minimum avant qu'on termine ce film. Et en fait, c'est la chanson qu'on a utilisée, ça s'est fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la chanson pour le film, on a fait le film pour la chanson. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est retrouvé... Quand on a commencé à écrire cette histoire, en fait, on n'avait pas d'histoire. Donc on s'est amusé à enfiler des scènes avec des dialogues. On avait plus ou moins une idée d'un mec qui ramassait 2 musiciens un peu paumés, et puis il allait devenir manager et tout ça. Mais on avançait à vue, hein. C'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement où on allait. Et puis à un moment donné, on a été confronté à la fin du film. Et moi, j'avais gardé cette chanson pour la fin du film. C'est-à-dire que ce n'était pas fait pour, mais j'avais gardé, alors que j'aurais pu la mettre sur un disque avant. Mais en fait, j'ai gardé cette chanson pour la mettre dans le film. Voilà. Alors, ça, c'est des trucs de scénaristes, hein. On est des gros opportunistes, mais on a le droit, comme les prestidigitateurs, on a le droit de tirer sur toutes les ficelles, d'allumer tous les pétards, du moment que ça marche. Donc voilà. Donc c'est vrai que cette chanson, elle est enfin moi je l'aime beaucoup, ce texte, et je le fais d'ailleurs dans le nouveau spectacle, et ça prend un peu, comment dirais-je, ça devient plus, c'est un peu plus rentre dedans. Vous l'avez vu, le spectacle? C'est formidable en fait ce spectacle. Alors là, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, c'est trop tard, ou alors il va falloir aller le voir dans une autre ville. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, vous ne chantez pas, mais il y a quand même beaucoup de jeux, beaucoup de travail avec l'expression du corps, comme on a souvent vu d'ailleurs dans vos chorégraphies, dans vos clips. Et puis il y a l'accompagnement, hein. On n'est pas sûr de l'acapella complet. C'est pas un accompagnement, c'est ça ça a été l'enjeu de ce spectacle. C'est justement que quand on a commencé à travailler avec Brice Delage, qui est le guitariste avec lequel j'ai fait ce spectacle, on a travaillé pendant 3 jours. C'était sur l'idée donc je ne chantais pas, je jouais les textes de mes chansons. Donc on s'est mis à la campagne, pendant 3 jours on a répété, et puis le 4e j'ai dit on va faire un petit filage pour voir un peu ce que ça donne. C'était à chier partout. C'était mauvais, mais mauvais, tellement mauvais. Et moi j'étais convaincu que cette idée de spectacle était bonne, mais là je me dis mais ça marche pas du tout quoi. Je suis resté 1h30 prostré, j'ai rien dit, et je cherchais, et je me dis je sais pas par quel bout prendre le truc quoi. Et d'un seul coup je me suis dit ça y est, je crois que j'ai trouvé un truc. En tous les cas, il faudrait l'essayer. Tu vas arrêter D'abord, moi, je vais arrêter de réciter, et toi, tu vas arrêter de m'accompagner. Jamais, à aucun moment dans le spectacle, vous n'avez les mots en même temps que les interventions musicales ou sonores. Parce qu'en fait, il ne fait pas que de la musique, il fait du bruitage aussi. Donc, on a monté une espèce de mécanique très très précise qui fait que il m'accompagne pas, il enrubane, il illustre, il émaille, mais il n'accompagne pas. L'accompagnement ne marche pas. C'est pas une chanson dite avec un accompagnement qui serait pas accompagné, qui soit pas un accompagnement. C'est autre chose. Et là, on a créé, alors j'ai pas honte de le dire, c'est la première fois au monde qu'on fait un tel truc. Le moule de ce spectacle n'existe pas. Il n'y a jamais un chanteur qui s'est contenté de jouer ses textes avec quelqu'un qui ne l'accompagne pas. C'est un concept un peu... Alors, la difficulté de ce spectacle, c'est d'en parler. C'est de dire aux gens, venez me voir, je ne chante pas, mais vous allez voir, c'est formidable. C'est pas obligé de plaire à tout le monde, ce genre de truc. Et en fait, quand les gens sortent du spectacle, ils ont des étoiles dans les yeux, et ils trouvent que c'est une bonne idée. Et ils disent, on connaît vos chansons par cœur, et là, on découvre autre chose. Et en fait, c'est ça. Et on redécouvre les textes qui prennent une dimension... On les redécouvre ou on les découvre. Oui. Parce que, c'était un peu le sens de ce que disait Olivier. Oui. La musique adoucit les mœurs, mais elle arrondit les angles aussi, beaucoup sur les textes. Et en fait, un texte à poil, sans musique, que je joue, parce que je les récite pas, je rentre dans l'art du truc et je les joue comme des petites comédies, eh bien, les mots deviennent plus
plus violent, ça rentre dans l'art. Et aussi bien les choses qui sont de l'humour que les trucs les chansons qui sont un peu plus tendres ou même, puisque je fais les 4 saisons, qui sont carrément, il y a des passages, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient écrasé une petite larme. C'est un grand plaisir de ça. Parce qu'on les entend pas, les larmes. Et quand on vient vous dire à la fin du spectacle qu'ils ont écrasé, moi ça me fait chaud au cœur. Voilà. On a encore la place, si vous voulez, pour une petite intervention. Donc, par contre, ça sera les 2 dernières, disons. Alors, monsieur et les 2 personnes au fond. Oui, juste une question. Au générique, on voit le nom de Michel Jonas au sujet des lunettes. Ça vous parle? Ah oui. En fait, c'est l'histoire des lunettes noires. C'est pour être connu, il faut commencer par être incognito. Et comment Jean-Pierre, qui a été l'attaché de presse de Michel Jonas, cette histoire, il lui a raconté. C'est vrai que quand il a commencé à faire le chant, enfin, même avant d'être connu, il y avait cette idée qu'en étant incognito, on allait être vachement connu comme mec. Donc cette idée, on a rendu honneur, on n'est pas des voleurs, donc on a rendu à César ce qui est à César, c'est-à-dire on a remercié Michel Delin de cette anecdote. J'ai une deuxième question, c'est dans votre discographie, vous aviez une chanson qui s'appelait Le Quatuor en détresse. Ouais. Et lorsque vous chantez avec ce groupe de musiciennes, il y a un moment donné, je me suis demandé, il n'y avait pas une référence justement où vous partez d'un morceau de rock et vous allez le transformer en espèce de morceau disco de l'époque. Enfin, je me suis posé la question. C'était un pamphlet contre le disco. Voilà. J'étais pas un fan de cette musique et elle était un peu galvaudée, elle était mise à toutes les sauces. Et en fait, j'avais écrit, d'ailleurs, là aussi, c'est un exercice un peu difficile parce qu'on travaillait sur des 16 pistes à l'époque. Et l'accélération du passage d'un truc à un autre, ça a été, on s'est quand même, grâce à Selmar, on a réussi ce tour de force, mais c'était pas simple. Mais c'est bien d'avoir des trucs un peu compliqués à faire, si on les réussit. Bonjour. Oui, c'était par rapport au texte dont on parlait tout à l'heure. Il y a une chanson de vous qui a maintenant une 30aine d'années et qu'on trouve qui devrait ressortir parce qu'on l'écoute souvent. Elle est un peu trop avant-gardiste à notre goût. C'était Rupture de stock. Et on trouve que quand on entend tout ce qu'on voit maintenant, on dit waouh, ça a 30 ans, on croirait que ça vient d'être écrit avec la situation actuelle déjà. Elle est dans le nouveau spectacle. D'accord. Alors, justement, toujours par rapport au spectacle, est-ce que vous pensez faire un concert chanté cette fois-ci, mais par rapport à l'album Saperlipopette? Et est-ce qu'il y a un nouvel album en préparation? C'est non aux 2 questions. Il n'y a rien en préparation. Et pour l'instant, je reste sur ce spectacle que j'ai bien envie de faire tourner encore un bon moment. Voilà. C'est sans doute... Alors, évidemment, je ne renie rien de ce que j'ai fait. J'ai toujours fait les choses avec tout mon cœur, toutes mes tripes et bien d'autres organes. Mais ce spectacle-là, le Gotener ramène sa phrase, c'est sans doute le spectacle que j'ai le plus envie de montrer. Parce que ça va jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire. Il y a beaucoup de comédie, ça bouge, c'est un genre de manège émotionnel, ça rigole, de temps en temps, ça pince un peu le cœur et l'âme. Ça frôle des trucs un peu presque tristes, et puis on repart dans la rigolade, et ça, j'aime ça. Et moi, je suis pas le genre à attendre un rire. Moi, je fais pas du stand-up. J'attends pas un rire à la fin de chaque vanne. Je suis pas un marchand de vannes. Moi, je veux faire du drôle. Ça me suffit. J'ai pas envie spécialement d'être comique, j'ai envie d'être drôle. Donc là, ce spectacle, il a cette... Alors par contre, il y a des moments où on se marre franchement, hein. Mais c'est pas obligé d'avoir un rire à la fin de chaque phrase. Voilà. Merci Richard. En fait, il faut venir le voir, le spectacle. Oui. C'est ce que j'allais dire. Ça sera quoi d'ailleurs les prochaines dates? Paris, les 20, 21, 22, 23 décembre. Où ça? Dans une petite salle, 300 places, qui s'appelle la salle Gendarme. C'est près du quartier Montorgueil et j'ai hâte d'y être. Et merci en tout cas Richard, je crois qu'on va s'arrêter là. Alors la bonne nouvelle, c'est que Jean-Pierre et Muriel ont eu leur train. Tout va bien, ils sont dans le train avec ce qu'on leur avait promis. Et merci beaucoup Richard d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Encore merci au Cube. Et voilà, nous on est très contents parce qu'on est tous fans de Richard Gotener. Et même ceux qui ne connaissaient pas maintenant connaissent. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Et on vous souhaite de bien la finir. Et nous on va aller manger un petit morceau Richard. Hein.